Sur la première, 7h37, elle va incarner le canton de Vaud ces 5 prochaines années. La socialiste Nouria Gorité, entrée au gouvernement en 2012, reprend dès aujourd'hui une présidence du Conseil d'État, détenue jusqu'ici successivement par le PLR Pascal Broulis, puis par son camarade de parti, Pierre-Yves Maillard, qui sont tous les deux encore au gouvernement. Première femme aussi, il faut le dire, à accéder à cette fonction. La Morgienne entend pérenniser ce qu'elle qualifie de compromis dynamique à la vaudoise. Cette cohabitation entamée fin 2011 déjà, avec un gouvernement à majorité de gauche et un parlement à majorité de droite, compromis qui ne sera peut-être pas trop pour que le canton de Vaud conserve la plage de choix qui est la sienne, même si aux normes de l'administration fédérale des finances, il vient de quitter le club des cantons riches. On va développer ça dans un instant. Bonjour Nouria Gorité. Bonjour, c'est mon matin doré. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio jusqu'à 8h. Je disais que le canton de Vaud avait quitté le club des cantons riches parce que officiellement, en regard de la péréquation financière intercantonale, il passe du rang des cantons contributeurs à celui de cantons bénéficiaire. Au lieu de donner, il va recevoir. Est-ce que c'est une illusion d'optique? Le canton de Vaud va moins bien qu'avant? Non, je crois que le canton de Vaud continue d'être un canton prospère si on se compare au reste des cantons suisses. Mais néanmoins, ça confirme ce que nous avions déjà dit et déjà observé. Les courbes de la prospérité ne montent jamais jusqu'au ciel et que les retournements conjoncturels sont possibles. On assiste depuis un certain nombre d'années à des délocalisations, à des fermetures d'entreprises. On a de la peine à installer des nouvelles grandes entreprises. Et donc, c'est vrai que face à, je dirais, ces menaces, l'action du gouvernement est cohérente puisqu'il s'est inscrit à la fois dans cette réforme de la fiscalité des entreprises pour favoriser un renouvellement de son tissu économique et donc de donner de l'emploi aux hommes et aux femmes qui vivent dans notre canton. Et puis par ailleurs, de dire aussi que la prospérité, elle doit bénéficier à tous, raison pour laquelle, dans la répartition des départements qui vient d'avoir lieu, nous avons renforcé la chaîne de l'insertion professionnelle, de l'insertion sociale, qui sont vraiment les deux bons pieds sur lesquels ce canton doit continuer d'avancer. Vous l'avez dit joliment, les courbes ne montent jamais jusqu'au ciel. Il y a cette courbe de Gauss, je crois, avec un point d'inflexion quand ça se quand ça se met à redescendre. On est là, on est à un point d'inflexion dans le canton de Vaud. Écoutez, non, je crois qu'il ne faut pas non plus dramatiser. On n'est pas dans cette courbe d'inflexion. Mais en revanche, il faut se souvenir d'où nous venons. Nous venons, pour la plupart des membres de ce gouvernement, des années 90. On a beaucoup commencé notre action politique dans les années 90. Il y avait la faillite de la BV Cred, il y avait tout ça. Il y avait effectivement une période économiquement très difficile avec un chômage structurel très important qui a entraîné des difficultés pour les pouvoirs publics. On a connu des programmes d'austérité très lourds. On va y revenir à ces programmes d'austérité. Et donc, nous ne souhaitons pas y revenir, raison pour laquelle notre détermination est totale pour continuer de conserver cette diversité de notre tissu industriel, économique. On a investi dans un fonds pour l'industrie. On a investi aussi dans un fonds pour l'innovation. On continue d'ailleurs de vouloir renforcer cette chaîne disons, économique parce que notre canton a aussi des atouts. Il faut s'en rappeler. Nous avons les hautes écoles qui sont situées dans notre territoire, qui sont un gisement d'intelligence, d'énergie. Nous avons un tissu industriel qu'il faut conserver. Nous avons un tissu de PME qu'il faut soutenir. Et donc, voilà, maintenant, il faut quand même, dans les yeux, se dire qu'il faut conjuguer toutes nos énergies pour conserver cette prospérité qui passe par l'hétérogénéité économique. Parce que les mauvaises nouvelles se succèdent ces derniers jours, si ce n'est ces dernières semaines. Il y a eu la suppression de postes annoncés, mais on y reviendra dans le détail parce qu'il y a peut-être eu mésentente, en tout cas mauvaise communication de Bombardier, 650 postes. Il y a eu alors par contre SICPA, Thermo Fisher qui vont beaucoup dégraisser. Est-ce que vous en craignez d'autres dans les prochaines semaines ou les prochains mois dans le canton de Vaud? Écoutez, face à un monde qui ne va pas très bien, la Suisse est au milieu d'une Europe qui connaît des difficultés, forcément que nous avons des relations telles, des interactions telles. La Suisse est en dépendance économique, est en dépendance. Et donc, ça veut dire que forcément, oui, nous sommes très attentifs à ce qu'il puisse y en avoir le moins possible. Mais il faut rester lucide. Vraisemblablement qu'il y aura d'autres difficultés, raison pour laquelle il est fondamental de continuer de
vraiment de mettre à disposition notre territoire et de créer des conditions cadres pour conserver cette attractivité et favoriser ainsi un renouvellement de notre tissu économique pour continuer de donner de l'emploi. En compagnie de Philippe Lebas, vous avez récemment rencontré la direction du groupe canadien Bombardier, je crois, qui disait donc vouloir supprimer 650 emplois en Suisse. Est-ce que ça vous a rassuré cette rencontre? Est-ce qu'il n'y a pas autant péril en la demeure qu'on l'a dit? Ces 650 emplois sont confirmés ou pas? Oui, nous avons rencontré la direction de Bombardier parce que c'est vrai que la communication de ce groupe était assez opaque. Nous avions une grande difficulté à déterminer quelle était véritablement la part d'emplois pérennes qui était menacée. Nous avons effectivement obtenu un bout de réponse. Je crois qu'effectivement, il y a eu une sorte d'annonce un peu spectaculaire. On s'est fait peur pour rien, en d'autres termes? Non, je crois qu'il ne faut pas dire rien parce qu'il y a tout de même des gens qui perdent leur emploi. Et donc aujourd'hui, force est de constater que c'est quand même des destins humains qui sont en jeu, des familles entières qui sont frappées par ces licenciements. Mais effectivement, la plus grosse partie des emplois, plus de 500, clairement sur le territoire de Villeneuve, il y a 35 suppressions de postes pérennes. Le reste, ce sont des temporaires dont les contrats, et c'est ça qui reste à vérifier à mes yeux avec la direction de Bombardier, sont interrompus. Alors, dès lors que c'était de toute façon des contrats à durée déterminée et pas des contrats à durée indéterminée, ce qui reste pour moi à clarifier avec eux, et Bombardier s'est engagé à le faire avec nous, c'est de savoir quelle part de ces contrats est résiliée de manière anticipée. Voilà. Et ce travail, nous devons continuer à le faire avec cette entreprise Bombardier. Réponse très claire et très concrète de votre part. Donc 35 postes pérennes supprimés, ça c'est la seule certitude qu'on ait à ce jour. À ce jour, absolument. Effectivement, c'est un gouvernement à gauche et un parlement à droite. On le disait, compromis dynamique à la vaudoise. Je ne sais pas si l'expression est de vous, mais je crois qu'elle est de Pierre-Yves Maillard. Vous l'avez reprise à votre compte. Est-ce qu'il va vraiment tenir durant cette législature, sachant aussi, évidemment, le climat économique qui n'est pas aussi bon qu'il y a 10 ans? Quelles sont les garanties pour faire tenir ce compromis dynamique, Nouria Gorrité? Alors, je ne sais pas si la terminologie va survivre. En tout cas, l'état d'esprit, je souhaite que oui. Je souhaite que le Parlement et le gouvernement continuent d'avancer en tension dynamique. C'est clair qu'on a un gouvernement à gauche et puis un Parlement à droite. C'est le résultat des urnes, c'est le respect de la volonté populaire qui a souhaité s'inscrire. Moi, je lis en tout cas les résultats des dernières élections cantonales comme un souhait de la population vaudoise de pouvoir continuer de s'appuyer sur des autorités qui savent fonctionner ensemble. Lorsque j'ai fait campagne, beaucoup de Vaudoises et de Vaudois m'ont dit à quel point ils étaient satisfaits de cette concorde qui règne entre nous. Ils ne sont pas dupes, ils savent qu'il y a des clans politiques, il y a des positions qui sont forcément au départ, éloignées, mais notre objectif, c'est de les faire se rejoindre parce que les enjeux sont sur la table. On vient d'évoquer les enjeux économiques, on vient d'évoquer les questions d'insertion sociale, professionnelle. La révolution numérique, elle va forcément entraîner un certain nombre de déqualifications et donc notre responsabilité, c'est de miser sur la formation tout au long de la vie. Vous avez reçu tout à l'heure Tristan Gratier qui a évoqué les questions du vieillissement de la population. Elles nous sont clairement posées sur la table avec des défis infrastructurels, des défis sociaux, des défis voilà, quelle est la position de la personne âgée dans une région qui va connaître une explosion du nombre de personnes de 80 ans et plus. Donc voilà, ces enjeux dépassent, à mon sens, les postures politiques et donc ils appellent à la responsabilité des élus. On reviendra sur la proposition très pragmatique et concrète qu'a fait M. Gratier à votre rencontre, enfin en tout cas celle du gouvernement vaudois. On avait un petit micro-parlement vaudois tout à l'heure, Marc Ménikin l'a réalisé, on entendait des gens de la droite aussi, du Grand Conseil vaudois, enfin, chef du groupe PLR, M. Buffat. Vous êtes assez peu critiqué, enfin, même dans les rangs de la droite, toutefois, on reconnaissait quand même que vous devriez, en tant que nouvelle présidente, amener des idées nouvelles, etc. Mais il y a peu de critiques, on en trouve assez peu. Ça vous étonne, Nouria Gorrité? Là encore, vous savez, les courbes ne montent jamais jusqu'au ciel. J'ai la conviction ça que pourrait être plus la roue de la brutal, fortune fait partie des destins politiques. Elle n'a pas tourné pour vous encore, hein? Nul n'est à l'abri. Ce qui me réjouit en revanche, c'est de voir que les sujets qu'on considère aujourd'hui comme étant faciles, lorsque je les ai repris il y a 5 ans, je parle ici de l'accueil de jour des enfants ou des questions de mobilité, c'était précisément 2 domaines qui étaient bloqués devant le Parlement. On n'arrivait pas à matérialiser la loi sur l'accueil parascolaire qui avait été votée en 2009 par le peuple vaudois, l'article constitutionnel. On était en 2012, il n'y avait toujours pas de projet de loi sur la table, il y avait même les communes qui avaient quitté la table des négociations. Aujourd'hui, tout le monde salue le projet de loi et considère que ça a été très facile, tant mieux. Et puis d'autre part, sur les
questions de mobilité, permettez-moi de vous rappeler qu'il y avait quand même des tensions énormes parce qu'un certain nombre de dossiers étaient tout simplement bloqués devant le Parlement. Et aujourd'hui, on considère que là encore, les choses se passent de manière facile. C'est la méthode Gorité ? C'est peut-être ma manière à moi de ne pas faire de dramaturgie politique inutile, de rassembler les gens, puis de se dire qu'au fond, voilà, de nouveau, les responsabilités qui sont les nôtres, c'est d'envisager que face à un canton qui doit continuer d'être prospère, on l'a dit, une des conditions cadres de notre prospérité, c'est de continuer d'accompagner les gens dans leur projet de vie. Et la mobilité en fait partie. Assurer les conditions de la fluidité des hommes, des femmes, mais des biens, des marchandises, voilà, ça fait partie des conditions qui sont nécessaires à conserver un canton prospère, bien positionné sur la scène fédérale. Ne pas faire de dramaturgie. Alors, concernant les personnes âgées, Dieu sait qu'il y en a de plus en plus en Suisse, Tristan Gratier, directeur de Prosenectute Vaud, me faisait relayer cette proposition à votre rencontre. Donnons un petit peu moins d'argent pour placer les seniors dans des EMS, mais mettons cet argent pour adapter leurs appartements, c'est ce qu'il disait, au fond, parce qu'on sait que c'est un des buts de Prosenectute, maintenir les gens le plus longtemps à domicile. Alors, il disait, au fond, faisant de leur domicile quelque chose qui pourrait ressembler à une chambre d'EMS, adaptons les seuils, etc. Ça coûtera évidemment de l'argent, mais c'est cet argent-là qu'on ne mettra plus pour financer les EMS. Est-ce que ça, ce sont des choses envisageables, par exemple ? Alors vous savez, lorsque j'étais syndic de Morges, j'avais lancé un projet pilote dans ma région d'infirmières en soins à domicile qui allait faire une évaluation finalement des conditions du maintien à domicile pour qu'il puisse perdurer le plus longtemps possible. Et la question de l'adaptation des infrastructures à domicile, notamment les douches, notamment les tapis de bain pour éviter de glisser, parce que nous savons que les chutes chez la personne âgée, ce sont des phénomènes qui accélèrent le vieillissement, eh bien on s'était inscrit en projet pilote. Mais là où Christian Gratier a raison, c'est dire ça suffira pas la question de l'adaptation des douches. On est bien d'accord qu'en réalité, ce qui est devant nous, c'est une réforme très structurelle, très profonde de notre système de prise en charge de la personne âgée pour précisément éviter que la personne âgée aille à l'hôpital et en EMS. On sait qu'aujourd'hui, les trajectoires des personnes âgées, elles sont inscrites dès lors qu'elles sont à domicile et qu'il y a une chute, qu'il y a une difficulté, que les services d'urgence doivent intervenir, alors la personne est entraînée à l'hôpital et là, généralement, l'issue, elle est la plupart du temps l'EMS. Donc, si on arrive à médicaliser les services par des services d'urgence, par des services médicaux qui sont aujourd'hui qui n'interviennent pas en soins à domicile, si nous arrivions à amener le savoir médical à domicile, notamment dans des services d'urgence médicale à domicile, on pourrait éviter le passage à l'hôpital et ce qui entraîne souvent, malheureusement, une entrée en EMS. Et donc, retarder l'entrée en EMS, diminuer le nombre d'hospitalisations de la personne âgée qui ne nécessite pas d'hospitalisation au sens classique du terme, eh bien, ça doit faire partie des réformes qui sont clairement posées sur la table de ce gouvernement. Très bien, là aussi réponse très concrète. Alors, vous avez vu probablement la une de 24 heures ce matin, Nouria Gorité, des députés qui veulent être un contre-pouvoir. Valérie Droux, vous l'avez lu, face à un gouvernement expérimenté. Alors expliquez-nous, résumez-nous cet article. Alors c'est d'abord Pascal Broulis qui est cité dans l'article comme une statue du commandeur du haut de ses 27 années d'expérience, d'abord comme député, puis comme conseiller d'État. Qui peut encore régater face à sa mémoire, se demande le quotidien. Mais il y a aussi question de vous, Nouria Gorité. La moitié des parlementaires est entrée en fonction après votre arrivée au gouvernement. Alors, comment le Parlement peut-il jouer son rôle avec tous ces novices ? Tout est affaire de travail pour chaque député, lit-on. Pour le socialiste Claude Schwab, doyen des députés réélus, les parlementaires devront travailler plus sur les dossiers pour en retrouver le passé, car, dit-il, la mémoire, c'est le pouvoir. Est-ce que ce sera un contre-pouvoir à ces députés-là, Nouria Gorité ? J'ai répondu dans l'article, je maintiens ce que j'ai dit. C'est vrai que la Constitution donne des compétences différentes au Parlement et au gouvernement, mais évidemment que nous devons fonctionner en bonne harmonie. La mémoire, qu'elle soit finalement dépositaire qu'elle soit déposée dans le gouvernement, c'est bien, parce qu'on évoquait tout à l'heure ces années 90, ces années plus difficiles, face à des jeunes qui arrivent, qui n'ont pas
connu les difficultés que ça a entraîné, notamment sous l'angle, je le redis, des programmes d'économie drastiques qui ont été imposés au pouvoir public avec des conséquences sur la population, c'est bien que le gouvernement garde la mémoire de cela parce que toute son action, finalement, elle va être orientée pour éviter de connaître ces années noires. Et puis un Parlement qui se renouvelle, un Parlement qui se rajeunit, c'est une force de proposition aussi. Et donc finalement, c'est vraiment les deux rôles que nous donne la Constitution. Et voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de tension à avoir, il n'y a pas une suprématie d'un pouvoir à avoir sur l'autre. Nous avons des compétences différentes, il faut qu'elles s'articulent et qu'on puisse finalement s'appuyer l'un sur l'autre pour faire avancer ces réformes qui sont utiles face aux défis qui sont posés. Il y a peut-être des petites tensions avec le président du PLR, Frédéric Borloo. Il s'est plaint qu'en dépit de sa majorité au Grand Conseil, la droite n'est pas un seul gros département au sein du gouvernement. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Oui, j'ai entendu Frédéric Borloo. Bon, écoutez, moi, je constate quand même que la répartition des départements telle qu'elle est aujourd'hui, elle provient d'une répartition des départements qui avait été faite sous une double majorité de droite. Le département des infrastructures... Vous auriez pu changer. J'ai pas entendu qu'il y avait une revendication très forte non plus de la part du PLR. Y compris de la part du PLR. D'accord, c'est la réponse que vous faites à Frédéric Borloo. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement, il a su trouver une répartition des départements qui tienne compte des expériences, des envies et des compétences aussi des personnes. Par exemple, Madame Amarel, qui entre en fonction, qui reprend aujourd'hui le département de la formation et de la jeunesse et de la culture, me semble tout à fait aussi formée elle-même, apte et intéressée par ce département de la formation. Donc voilà. Monsieur Borloo dénonce une gauche arrogante. Est-ce qu'il sera toujours possible de nouer des compromis avec cette posture plus offensive qu'on sent de la part de la droite parlementaire ? Enfin, vous mettrez la ligne rouge où, vous ? Moi, je crois qu'il y a le temps de la campagne. Où il y a les déclarations polarisantes. Et puis après, il y a un autre temps, c'est celui du travail parlementaire, du travail gouvernemental, projet par projet, comme nous l'avons fait ces 10 dernières années, où il y a eu à la fois... Lorsque la gauche était minoritaire, un immense respect de la droite vis-à-vis d'elle, où la gauche a pu amener ses propositions. Et puis ces 5 dernières années, le même état d'esprit a perduré, puisque la gauche a respecté la minorité forte du gouvernement. Nos 3 collègues PLR, Pascal Broulis, Philippe Lebas, Jacqueline de Coitreau, étaient respectés, y compris dans cette répartition des départements, puisque Philippe Lebas reçoit la chaîne de l'innovation, Jacqueline de Coitreau renforce la direction de l'environnement avec le développement durable, puisqu'un des grands enjeux, c'est évidemment la réforme énergétique qui est devant nous. Donc voilà, je crois qu'un gouvernement qui respecte la minorité et un Parlement qui respecte la majorité gouvernementale, c'est effectivement de notre responsabilité pour les années à venir. Compromis dynamique à la vaudoise. Bon, une femme comme vous, la présidente du gouvernement de Bâle-Ville, sous le feu des critiques, lors des conférences de presse, elle apparaît négligée et intimidée. Sandra, c'est ça ? Oui, comme en plus, pendant ses 100 premiers jours de fonction, elle a refusé tout entretien avec l'extérieur ou la presse. Vous pensez bien que la verte, Elisabeth Ackermann, était attendue au contour. Alors le moins que l'on puisse dire, selon la Basler Zeitung, c'est que depuis ses apparitions publiques ne convainquent pas, aspect, rhétorique, contenu, rien ne va. Guy Morin, son prédécesseur, a beau voler à son secours. Moi aussi, au début, c'était difficile. Rien n'y fait, le courant ne passe pas. Alors, peut-être qu'Elisabeth Ackermann fait partie de ces femmes lettrées ou surdouées, surtout qui se montrent plus bêtes qu'elles ne le sont, simplement pour ne pas être exclues parmi les hommes en général. Pour le psychologue qui s'exprime également dans la Basler Zeitung, ces femmes sont tout simplement victimes de leur intelligence. Oui, ça nous laisse un peu... oui, est-ce que c'est peut-être ça, Nouria Gorité, au fond ? Je ne connais pas cette présidente. Ce qui me frappe, c'est la double critique. Il y en a une qu'on peut entendre, l'autre pas. Disons, c'est vrai que de ne pas aller devant la presse lorsqu'on incarne la présidence d'un gouvernement, c'est difficile parce que moi, je crois à ce devoir de transparence. J'ai évoqué que, disons, on est beaucoup souvent entre nous, entre politiques, et c'est important d'aller se confronter aussi. Et la presse est un média, voilà, comme on le dit, c'est-à-dire un vecteur entre les décisions politiques et la population. Et je crois qu'on a ce devoir d'aller confronter nos décisions et donc répondre.
Ce que je n'entends pas, en revanche, c'est la critique habituelle à l'encontre des femmes, c'est-à-dire l'habillement, le physique, voilà, le caractère. Voilà. Non, ça, c'est évidemment inaudible. Donc, je trouve que, disons, dans ce canton, ce qu'il faut relever quand même, et je vous me permettrai de le dire, c'est qu'il y a 5 ans, lorsque la première fois le canton de Vaud a eu une majorité de femmes, ça a été très commenté. Permettez-moi de vous rappeler que cette fois, elle a été confirmée dans les urnes et que ça a été moins commenté, ce qui confirme qu'au fond, finalement, l'électeur a choisi des êtres humains, qu'il a placés en situation de gouverner, et que la question genre, en tout cas dans le canton de Vaud, a été finalement mise au second plan, ce qui me réjouit. Vous êtes la première femme à ce poste. Est-ce que ça va changer quelque chose ou est-ce qu'au fond, vous n'en avez pas tablé là-dessus ? Comme je viens de le dire, je ne crois pas que les femmes ou les hommes, on ait des manières différentes. J'entends souvent, vous êtes différentes. Je crois qu'on a des parcours de vie différents. Ça, oui, on a des parcours qui nous obligent à des doubles journées, souvent, lorsqu'on a une famille, etc. Et donc, ça nous met dans d'autres postures. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le plafond de verre qui doit être brisé. Et beaucoup de femmes ont fait des témoignages très jolis depuis cette désignation par mes pairs. Ce qui importe, c'est surtout que c'est des champs des possibles. C'est pas seulement mais il faut pas après considérer que parce qu'il y a une femme qui arrive à la présidence, alors maintenant on a réglé toutes les questions liées à l'égalité. Il y en a encore beaucoup qui sont pendantes, notamment la question de l'égalité salariale, l'accession des femmes à des postes de dirigeants dans des entreprises. C'est pas une baguette magique. Ouais. Non, et on a encore beaucoup de travail sur la table. Alors, dernier article qui nous reparle d'une femme, Elisabeth Kopp, qui s'exprime. L'ancienne conseillère fédérale, pour elle, un Tessinois doit succéder à Didier Bourcalter. Et vous voyez la question que je vous relayerai. Et si c'est une femme, c'est encore mieux. Oui, 28 ans après son départ précipité du Conseil fédéral, Elisabeth Kopp s'exprime dans l'Aargauer Zeitung sur sa réconciliation avec son parti, le PLR, mais aussi sur la succession de Didier Bourcalter. Il est important que les minorités soient représentées, dit-elle, mais il faut une femme aussi parce que PDC et PS ont déjà une représentante et que l'UDC attend que Magdalena Martullo-Blocher soit prête. Et si la présence des femmes est importante, c'est qu'elles ont d'autres priorités. Alors un exemple, sa loi pour l'introduction des catalyseurs. Le Blick avait titré « Elisabeth Kopp, la femme la plus détestée des importateurs de voitures », alors que pour moi, c'était un compliment. Bon, il est déjà 7h59 en quelques secondes. C'est pas votre parti, bien sûr. Pour succéder à Didier Bourcalter, faut-il une femme ? Faut-il une femme alémanique, latine, tessinoise? Qu'en pensez-vous? Enfin, que souhaiteriez-vous, Nouria Gorité? Je crois qu'aujourd'hui, le Tessin a une aspiration très, très forte à être représenté. Et légitime. Et je pense qu'elle est légitime. On a des tensions dans ce canton. On se souvient de la votation du 9 février. Voilà, le Tessin est un canton suisse et il a depuis longtemps une aspiration à être représenté. Si on pouvait avoir une femme tessinoise, évidemment, ça serait parfait. Vous connaissez Laura Sadis? Je la connais très, très peu. Je crois savoir qu'elle est assez appréciée. Malheureusement, pour elle s'est un peu éloignée de la scène fédérale et on sait que dans une élection par l'Assemblée fédérale, ça peut malheureusement coûter des voix. Un destin fédéral, vous y pensez parfois le matin ou le soir? Non, écoutez, moi j'ai un agenda, voyez-vous, qui n'est pas celui-ci. Je viens avec beaucoup de bonheur aujourd'hui devant vous pour vous parler de ces 5 prochaines années à la tête du gouvernement vaudois et je crois que je vais consacrer toute mon énergie, y compris le matin, en me rasant devant le miroir au gouvernement vaudois. Nouria Gorité, merci infiniment d'avoir été notre invitée ici. Nouvelle présidente du gouvernement vaudois pour 5 ans. Bon vent à vous et bonne journée. Merci beaucoup, belle journée à vous.